Pourquoi c'est le bordel? Bah, t'as les poils et tout. Bah, c'est des poils. Dans une cuisine, t'as des poils quand même, non? Fais remarque sur la propreté de mes poils, t'y crois, toi? Bon, bah, c'est le moment de reprendre le collier, hein. Il y en a qui retournent au bureau, à l'usine. Moi, je retourne dans ma cuisine. Ça fait un bout de temps que j'ai pas parlé comme ça devant une caméra, donc on va voir ce que ça fait. Parce que c'est ma rentrée, parce que c'est ta rentrée aussi. T'es condamné à retourner à Paris. Bah, toi, t'y habites. Moi, il va falloir ce soir. Et puis, c'est la rentrée de tout le monde. Sous quel signe cette rentrée? Je peux faire la liste de tout ce qui va pas, parce que ça va pas. Ça va pas. Ça va pas avec les postes vacants. T'as Macron, depuis qu'il est là, il a supprimé dans le secondaire l'équivalent de 200 collèges, à peu près. C'est dingue quand même. Alors que les effectifs augmentent dans le secondaire, il a supprimé des postes. Et en plus, même quand il crée des postes, il n'y a pas assez de candidats pour les occuper. Ce qui fait que là, sur les 20 000, 23 000 postes qui étaient ouverts, il y en a 3 000 qui ne sont pas remplis. Le handicap. Tu sais que ma suppléante Hayat est accompagnante d'enfants en situation de handicap et c'est vraiment quelque chose sur lequel on est très attentif. Il y a une étude de l'UNAPI qui vient de sortir et qui dit que, grosso modo, un quart des enfants handicapés ont 0 heure de cours, un quart ont entre 0 et 6 heures de cours, un quart ont entre 6 et 12 heures de cours, et puis il y en a seulement un quart qui a plus que 12 heures de cours par semaine. Pourquoi? Parce que, d'une part, on ne doit pas faire de l'inclusivité un dogme. Je l'ai déjà répété, de mon point de vue, il y a des gamins qui sont mieux, pour l'instant, tant que la vie scolaire est ça, qui sont mieux en établissement. Mais donc, il faut continuer à créer des places en établissement spécialisé d'une part, et d'autre part, il faut de l'accompagnement pour les mettre en classe, quand il s'agit de les mettre en classe pour que ça soit vraiment inclusif et que ça ne soit pas inclusif low cost. Ça ne va pas non plus avec l'inflation, c'est 11% la hausse des prix sur les fournitures scolaires. Mais tu vois, moi, ce qui me marque là, c'est des réformes. J'ai dû demander à Alexis, qui a été prof avant, mais alors depuis quand ça s'est fait, dans un sens. Quand on me parle du lycée, j'ai mon gosse qui entre lycée, l'aîné. Je comprends rien. Je comprends rien du tout. Alors là, Attal, il vient d'annoncer des mesures qui, en fait, reviennent sur d'anciennes mesures. Les spécialités, qui auparavant, tu passais tes spécialités en juin. Eux, ils l'ont mis en mars, en 2019. Mais l'an dernier, c'est ça, non? Avant, c'était pas des spécialités. Bah oui, ça c'est mon temps. Tu vois, c'est retour vers le futur, quoi, tu vois. T'avais économie et sociale, même pas, moi, t'avais bac B, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Maintenant, ils t'ont mis des spécialités, ils t'ont dit, tu passes tes spécialités en mars, et puis, pouf, tu passes tes spécialités en juin. L'autre truc, c'est... Alors, j'étais pas sûr d'avoir bien compris. Les maths, c'était plus obligatoire. Attends, on vit dans un pays où le ministère a décidé à un moment que les maths, en première, c'était optionnel. Alors là, le truc, c'est que ça s'était décidé en 2019. L'an dernier, ils ont décidé que les maths étaient obligatoires pour ceux qui en prenaient l'option. Je comprends rien du tout. Je comprends rien. Bon, cette année, ça revient obligatoire dans le tronc commun. Mais alors... Ça me fait marrer parce que dans son interview au Point, tu vois, tu t'appliques à faire des choses quand tu vas rentrer, des trucs terribles, tu lis Macron dans le Point, tu vois, la double peine. Bon, Macron s'en prend à la vie liquide. Il dit c'est insupportable la vie liquide, bon, la société liquide. Ça, alors que Macron est le président de la vie liquide. Ça veut dire quoi? Tu vois, la vie liquide, c'est né d'un bouquin de Zygmunt Bauman. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout devient instable. Il faut toujours être mobile, il faut toujours bouger, il y a toujours du changement. Tu comprends plus rien parce que ça bouge dans tous les sens. Et Macron, c'est le président de cette instabilité permanente-là. Pourquoi? Parce que c'est l'homme du marché. D'un marché qui ne marche plus aujourd'hui, mais le marché, il demande que tu bouges tout le temps, que tu t'adaptes. Donc, le chômeur qui était cariste dans le Nord, boum, qu'il soit prêt à être liquide et à devenir serveur sur la Côte d'Azur, tu vois. C'est-à-dire une société sans statut. Une société sans rien de solide. C'est ce que veut le marché. Je pourrais te faire la liste du marché qui marche pas avec ce truc liquide, les prix agricoles qui font du haut et du bas comme ça, les prix de l'électricité pareil, qui sont hyper liquides, les médicaments, bah tu vois, les médicaments, les entreprises, elles veulent plus produire les médicaments dont on a besoin. Donc depuis que Macron est là, il y a une multiplication par 7 des ruptures de médicaments. Bon, tout ça flotte, ou coule d'ailleurs. Et c'est ça la vie liquide. Et je pense, moi, qu'on est dans un temps où on a besoin de solide. Nous devons être solides. Il faut la stabilité. Et quelque part, offrir des repères aux gens sur, voilà, le bac, c'est en juin.
Point barre. Et la rentrée, c'est en septembre. Parce qu'évidemment, dans sa vie liquide, Macron, il te dit qu'il y aura des petits bouts qui rentreront à la mi-août, et puis d'autres qui rentreront en septembre. Ça y est. Et puis peut-être que ça sera un algorithme sur Internet qui décidera de qui est liquide comme ça. Non. Il faut des choses solides dans la société. Il faut des points de repère auxquels les gens puissent s'accrocher. Et nous, je le dis pour notre camp, nous devons être ces repères. Nous devons être les garants de la stabilité. Nous devons être solides. Évidemment, je vais glisser en surfant là vers ma réflexion de cet été. Ça vient sur un sondage là qui est sorti sur les propositions de la gauche, tu vois. Augmenter le SMIC à 1 600 €, 77% des Français qui sont pour. Indexation des salaires, 87% des Français qui sont pour. Geler les loyers, 72% des Français qui sont pour. Blocage des prix de l'essence, 89% des Français qui sont pour. Retraite à 60 ans, 77% des Français qui sont pour. Je ne vais pas m'arrêter parce que c'est trop beau en un sens. Tu vois, le vote blanc, 80% des Français qui sont pour. Référendum d'initiative citoyenne, 80% des Français qui sont pour. Taxer Amazon, Google, Facebook, Apple, 86% des Français qui sont pour. Taxer les super profits, 88% des Français qui sont pour. Rétablissement de l'ISF, 79% des Français qui sont pour. Et même sur, tu vois, par exemple, rétablir la police de proximité, 95% des Français qui sont pour. Réformer l'IGPN, 76% des Français qui sont pour. Et même sur les questions environnementales, quand on demande aux Français si vous aviez une mesure à prendre, qu'est-ce que ça serait ? La première qui est nommée, 27% des gens, c'est pollueur-payeur. Donc c'est une mesure de gauche. La deuxième qui est nommée, planification écologique, 23%. Donc c'est une mesure de gauche. Troisième, c'est renoncer à la croissance économique et à l'hyperconsommation, 19%. Tu fais le total de ces trois trucs-là, tu arrives à 69%. Et tu as faire confiance aux entreprises privées, donc le truc libéral de réponse à la crise climatique, 4% des gens. Tu vois ? Donc ils sont battus dans la société. On peut être hégémonique. Alors, comment ça se fait ? Comment ça se fait que quand tu regardes les sondages, sur la France Insoumise, elle vous inquiète, 28% pour nous, 21% pour le Rassemblement National. Et dangereux pour la démocratie, 26% pour nous, 21% pour le Rassemblement National. Et proche des préoccupations des gens, 18% pour nous, 30% pour le Rassemblement National. Et capable de gouverner, 13% pour nous, 30% pour le Rassemblement National. C'est-à-dire que je vois quand même une espèce de fossé entre des propositions qui sont de gauche, sur le plan social, économique, écologique, qui sont même démocratiques, qui sont plébiscitées, et de l'autre côté, une formation, une gauche, qui, elle, est marginalisée dans l'opinion, mal vue. Pourquoi ce fossé ? Je pense que c'est moins le fond, on le voit, puisque le programme, il est validé, que le ton qu'on emploie. C'est-à-dire l'énerver dans sa cuisine, quoi. Vous allez dire, il est gonflé. C'est le mec de Merci Patron qui poursuit Bernard Arnault pendant des années, qui se fait Macron dans ce pays que tu ne connais pas, qui met le maillot de foot à l'Assemblée, qui s'est pris, je crois que je suis recordman des amendes dans l'hémicycle quand même, de la Ve République, qui vient donner des leçons de raisonnable, de sagesse, de pondération, et ainsi de suite. Bon. Alors que, honnêtement, ça va contre mon tempérament, qui peut être un peu explosif, quoi. Pourquoi je pense qu'aujourd'hui, un autre ton passerait mieux ? D'abord dire que le ton du bruit et de la fureur, de la violence verbale, ou au contraire de se calmer, pour moi, c'est pas bien ou mal en soi. Ça dépend des rapports de force. Ça dépend de l'histoire. C'est pas ahistorique, au contraire, c'est historique. Ça dépend d'une situation politique. Or, pour moi, 2022 change complètement la situation. Pourquoi ? Je vais donner 3 points, mais c'est le troisième qui compte le plus. Franchement, depuis des décennies, jamais j'ai crié au loup « Attention les Le Pen, le fascisme, le nazisme qui revient ». Mais là, maintenant, avec leurs 88 députés, c'est ça, hein, ils en ont perdu un. Donc, dans l'hémicycle, avec Marine Le Pen, qui apparaît comme étant d'évidence déjà au 2e tour de la présidentielle et possiblement la grande vainqueur, avec leur choix de mettre la cravate. Tu sais, c'était un film qu'on avait sur un militant du Front National qu'on avait trouvé remarquable, qui s'appelait La Cravate, comment on leur a enseigné à mettre la cravate. Avec cette stratégie-là, et qui a l'air de marquer des points dans l'opinion, ça réclame, à mon avis, qu'on s'interroge, nous aussi. Ça réclame, à mon avis, peut-être un peu de gravité. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que je sens, moi, dans le pays, c'est une fatigue. 2 années de Covid, la guerre en Ukraine, Macron réélu.
enfin une série de catastrophes, les retraites derrière, une usure. Quand on interroge les Français sur la politique, les deux mots qui reviennent le plus, c'est 1, lassitude, 2, morosité. Et je pense qu'au fond, quand je disais vous êtes haï, alors qu'il n'était même pas encore président de la République, Macron, dans l'entre-deux-tours, et il y avait une certaine fraîcheur d'une détestation de Macron dans le peuple, quoi. Tu le sentais, ça frémissait, et ça a donné, 1 an et demi plus tard, le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement de candeur, la candeur d'une colère. Et aujourd'hui, c'est comme si on était presque lassé de notre colère contre Macron. Bon, il est là, je pense que finalement, le mouvement du peuple aujourd'hui, il est moins d'affronter Macron, d'y aller en frontal, que de lui tourner de dos, de dire, bon bah l'autre là-haut, il vit sa vie, puis nous, on vit la mienne, la nôtre plutôt. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, qui est à mon avis la plus importante, c'est que, bon, moi, j'ai commencé à me bagarrer il y a 23 ans avec Fakir. Même, ça va faire 24 ans, là. Et je suis né contre. Pourquoi ? Parce qu'on était un petit truc dans un coin. Que la gauche, à l'époque, c'était la gauche plurielle de Lionel Jospin, elle prononçait pas le mot ouvrier, elle disait mon programme n'est pas socialiste, les classes, la lutte des classes, les inégalités, tout ça c'était interdit d'en parler, elle signait les traités de libre-échange et les traités européens, bref. Et moi je me suis construit contre d'abord le journal des Amiénois, contre ensuite les adjoints à la mairie d'Amiens, contre son maire Gilles de Robien, contre Bernard Arnault, contre Emmanuel Macron et contre, pendant tout ce temps-là, on peut dire, le Parti socialiste, la gauche comme il faut, la gauche des renoncements. Pour moi, 2022 change complètement la donne. Pourquoi ? Parce que le match, il est plié. Il est plié sur le plan politique. C'est électoral. C'est quoi ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui fait 22%, la représentante du Parti socialiste qui fait 1,7%. Donc, voilà où est le centre de gravité de la gauche. Mais surtout, derrière, on construit l'union, et on construit l'union autour de cette gauche-là, de la gauche de la France insoumise, d'une gauche combattante, active. Et le programme, c'est très largement le programme de la NUPES aujourd'hui, de la gauche, c'est très largement le programme de l'avenir en commun. Ça veut dire que là où on a commencé, en étant ostracisé, marginalisé, tout au bord, on est devenu central. Sur la question du protectionnisme, par exemple, tu sais, qui me tient à cœur, maintenant, c'est dans le programme officiel de la gauche que on peut agir avec des taxes aux frontières, des barrières douanières, des quotas d'importation, et que dans l'esprit des Français, on a aujourd'hui 2 tiers des Français qui disent il nous faut davantage de protectionnisme contre 1 tiers qui réclame le maintien du libre-échange. De la même manière, l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est un truc, je me bagarre dessus depuis au moins 2007-2008. Quand j'ai compris que le grand glissement de la valeur ajoutée, 10 points qui sont passés du travail au capital, ça s'est fait notamment par la désindexation des salaires en 1982-83. Bon, je me bagarre dessus. Depuis 1 an, l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est dans le programme de la France insoumise et c'est dans le programme de la gauche. Et c'est 89% des Français qui l'approuvent. Donc d'un truc de marginalité, on est en position de centralité. À ce moment-là, à mon sens, le ton devient différent. Parce qu'on incarne la gauche et on incarne la masse des Français. Donc il n'y a plus besoin de user du bruit et de la fureur pour s'imposer sur le devant de la scène de la même manière qu'on le faisait auparavant. Et c'est comme si aujourd'hui, par notre ton, tu vois, à toujours vouloir aller bagarrer avec tout le monde, on refusait la position de centralité, la force tranquille qu'on pourrait incarner et qu'on se remettait au poteau de corner. Tu vois, il y a un tas de mesures qu'on a, c'est pas la peine de les présenter comme étant radicales. Moi, si je vais à Flic Secours ou si je vais voir ma mère, d'ailleurs, je veux dire, on a des mesures radicales, ça va faire fuir tout le monde. On se dit, putain, ils vont encore couper des têtes, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, non, il faut dire que c'est du bon sens. Aujourd'hui, réclamer que les milliardaires dans notre pays payent autant d'impôts que le français moyen, c'est du bon sens. C'est pas de la radicalité. Je disais tout à l'heure les ruptures de médicaments multipliées par 7 sous Macron. Réclamer qu'il y ait un pôle public de médicaments pour faire échapper ça en partie au marché qui ne marche pas, c'est pas de la radicalité, c'est du bon sens. Et je pense qu'il y a plein de mesures comme ça sur le rail, sur l'électricité, sur l'hôpital, sur l'école, qu'on peut avancer, non pas comme étant de la radicalité, mais comme étant simplement une certaine forme de bon sens qui vient réparer le chaos imposé par Macron et ses amis libéraux. Donc je pense que pour parler aujourd'hui aux profondeurs du pays, tu vois, de la Moselle à la Picardie, il n'y a pas de souci sur le fond, mais il y a un souci sur le ton.
pour que ça se coupe pas, qu'ils ne ferment pas les écoutilles au moment où on est en train de parler. Voilà ce que j'essaye de faire depuis un an. Alors, le risque quand même, il faut le dire. Le risque, c'est que pour plus être dans la colère, on devienne, tu vois, des grands hommes sages, cravates, qui se veulent des hommes d'État, déjà ministres, ennuyeux comme tout, solennels, graves tout le temps. Bref, chiant. Et je pense que ça, c'est comme si on ne voyait pas qu'il y avait un autre chemin. Tu sais, c'est Gramsci qui parle du pessimisme de la lucidité et de l'optimisme de la volonté. Ben voilà, il faut qu'on soit plus solaire, il faut qu'on soit plus dans l'optimisme, il faut qu'on incarne de la joie, il ne faut pas qu'on soit dans le tout va mal, misère, misère, misère. Il y a un bouquin qui m'avait marqué, un bouquin de Christophe Rameau, qui est un économiste et qui s'appelle L'État social. Il disait, regardez, la gauche, elle n'arrête pas de se plaindre qu'on perd sur l'hôpital, on perd sur les retraites, on perd sur la sécu, on perd. Et pourtant, il dit, regardez ce qui reste. Il reste un truc énorme. Il reste 57% du PIB socialisé. Il reste des services publics quand même. Il reste quand même du droit au travail avec, je sais pas, 86% des gens en CDI. Il reste, enfin, tout ça, ça reste quand même. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un immense bloc de granit et que, oui, depuis 40 ans, ils l'attaquent au piolet, mais n'empêche qu'il reste quand même pas mal de choses. Même quand on fait notre proposition de loi sur les vacances, tu vois, déjà, ça fait du bien de voir qu'il y a des écolos, des socialistes, des communistes et des insoumis qui sont ensemble. Mais il s'agit de ça, je veux du soleil, le remettre le soleil, de se demander qu'est-ce qu'on va apporter pour que les gens respirent mieux, pour qu'ils soient plus heureux, pour que le bonheur demeure une idée neuve en Europe. Bon, ça allez, c'est parti. Maintenant, c'est comment on l'incarne, comment on dit que c'est vrai, que ça peut être fait. Et quand je croise aux journées d'été des écolos Léonore Monconduit, qui est maire de Poitiers, ou quand j'entends Ali Rabé, maire de Trappes, aux amphis de la France Insoumise, et qui expliquent tous deux comment ils ont fait pour qu'il y ait la colo à 1 euro par jour pour tous les gamins de leur ville, eh ben, ça prouve que ce qui peut être fait à Poitiers ou à Trappes peut être étendu à l'ensemble de la nation. Et je pense qu'on doit s'appuyer là-dessus. Pas seulement pour penser que ce sont les petites initiatives locales qui, ajoutées une à une, chacun faisant sa goutte de colibri, vont permettre de transformer la France. Je n'y crois pas. Mais en revanche, s'il y a des exemples qui sont faits comme ça, là, ça veut dire que nous, ça doit nous aider à penser ce qu'on va faire au niveau national, ce qu'on va faire pour tout le pays, pour tous les Français, en l'occurrence pour tous les enfants de ce pays. Et donc, on doit incarner cet optimisme, cette volonté et cette joie. En gros, ce que j'ai fait l'année dernière, tu vois, des fois, tu fais des choses sans trop savoir pourquoi tu le fais. Donc, je sais que j'ai changé de ton l'année dernière, et en fait, c'est presque l'été qui m'a aidé à mûrir et à comprendre pourquoi j'avais opéré ce changement de ton, parce que je pense que ce que je portais de marginal, est aujourd'hui devenu central. Et donc, ça peut permettre un changement de ton. C'est la fin, je passe au conseil de lecture. Alors, je suis quand même conseillé mon bouquin qui passe en poche. Un livre recommandé par Gérald Darmanin. Je regrette de ne pas avoir... on n'est pas su à temps pour pouvoir poser des petits stickers dessus. Recommandé par GG. Alors là, il faut que je fasse gaffe à ce que je vais raconter parce que je sais que les médias, ils vont retenir que ça, tu sais. Avec Darmanin, donc, qui prétend devenir la droite populaire, c'est ça, non? Il dit par contre, il est temps de dire aux forces du capital, aux patrons qu'il y a augmenté les salaires et à mieux rémunérer les travailleurs. Tu vois, on croirait du Ruffin quand même, non? On croirait même du Arlette Laguillet, les travailleurs. Mais en fait, ça reste du Canada Dry, ça reste du Bruno Le Maire. Parce qu'il ne dit pas « Ah, on va indexer les salaires sur l'inflation » ou « On va prendre telle mesure pour les femmes de ménage en empêchant que ça soit des temps partiels » ou bien on va en finir avec les statuts d'auto-entrepreneurs qui sont parfois du dévoiement, souvent de contrats à durée indéterminée. Il dit rien de tout ça. Il dit juste, il est temps de dire aux forces du capital, tu vois, il utilise des grands mots, mais c'est juste pour leur dire. Bah, il leur dit, ok, ça leur fait des belles jambes quand tu dis aux forces du capital, ça serait bien d'augmenter les salaires. Putain, tu vois, ça les met, tout de suite, ça leur met la pression dessus quand GG le dit. Bon, mais quand même, rappelez que c'est un macroniste. Tu sais, c'est comme Macron qui, en 2017, se présente comme un homme neuf. Le mec, il a été conseiller de Hollande depuis 2012, d'abord à l'Élysée, puis au ministère de l'économie. Il n'est pas neuf du tout. Il a déjà un passé, et même un passif. Il est l'homme du CICE, il est l'homme de la loi travail, il est l'homme du retour au boulot le dimanche. Enfin, il est l'homme de tout ça, déjà, Macron, quand il se présente en 2017. Et là, t'as Darmanin qui voudrait qu'on oublie qu'il était ministre du budget, qu'il est ministre de l'Intérieur, il fait peau neuve, il arrive, il mange une saucisse frite, tu vois, c'est un remède magique apparemment, et paf, il surgit, nouveau, le Messie. On va nous se souvenir, tu vois. Je pense que se souvenir, la mémoire,
c'est un outil politique. Ils veulent, comme dans 1984, ils voudraient qu'on oublie toujours ce qui s'est produit la veille. Ils voudraient effacer les mémoires. Nous, on doit se souvenir. Il y a des gens qui ont fait des trucs, ils s'expliquent sur pourquoi ils ont changé. Sur pourquoi telle mesure, il la regrette, ou il la regrette pas, ou il referait de même, ou il ferait autrement. Si s'explique, c'est différent. Mais là, il n'y a aucune explication. Alors que le ministre du budget, c'est-à-dire que finalement, c'était déjà le flic de Bercy, ministre du budget, c'est lui, entre 2017 et 2020. La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est Gérald Darmanin. La mise en place de la flat tax, c'est Gérald Darmanin. L'exit tax, c'est Gérald Darmanin. Donc, les cadeaux en série aux milliardaires, c'est Gérald Darmanin. Et de l'autre côté, les APL supprimés pour les locataires, mais aussi pour les offices HLM, c'est Gérald Darmanin. La suppression des emplois aidés, c'est Gérald Darmanin. Les près de 18 000 lits en moins sur ces années-là dans les hôpitaux, c'est Gérald Darmanin. Les écoles, une école fermée par jour sous Macron, c'est Gérald Darmanin. Et monsieur arrive et il nous dit qu'il va incarner quelque chose de droite, mais social. Bon, tu vois, des oxymores comme ça. Donc, comme il me fait les bisous et les câlins, fallait bien que je lui réponde que le Pax, c'est pas pour tout de suite, quoi. Bon. D'ailleurs, je suis retombé sur un vieil article. Tu vois, l'été, c'est le moment où tu ranges tes papiers et tout ça. Et alors, moi, je suis long à ranger mes papiers. En fait, je les range jamais. Parce qu'à peine je commence, que je tombe sur un machin qui m'intéresse, je me pose dans un coin et j'y passe 2 heures, quoi. Et là, je tombe sur un vieux truc. Un article de Actes de la recherche en sciences sociales, donc la revue de Bourdieu, publié en 2003, tu vois, il y a 20 ans maintenant, qui s'appelle « La politique des caisses vides » par un universitaire suisse qui s'appelle Sébastien Gex. Qu'est-ce qu'il explique? Il explique dedans que les libéraux ont toujours cherché à avoir au fond des caisses vides. Pourquoi? Parce que si la caisse est vide, ils peuvent dire « Ah ben non, on ne peut pas faire du social. La caisse, elle est vide. » Et donc, ils vident la caisse. Ceux qui ont le plus vidé la caisse dans notre pays, c'est sous Sarkozy et sous Macron. C'est eux qui ont le plus vidé la caisse qui viennent dire « Ah ben non, on ne peut pas faire du social. » Et maintenant, ça va être « Ah ben non, on ne peut pas prendre des grandes mesures écologiques. » Mais tout ça, ça avait été théorisé, tu vois. Par exemple, tu as un intellectuel français qui était ultra-libéral, qui s'appelle Guy Sormand, et qui déclarait en 1984, alors forcément c'est vieux, quand tu fais la généalogie de ce type de politique-là, il faut que tu retournes dans le passé, qui dit « Le déficit engendré par la baisse des impôts apparaît comme un formidable moyen de pression pour contraindre l'État à rétrécir. Il n'y a en vérité aucun autre moyen que cette pression. » Et voilà, il explique on supprime des impôts, ça baisse les recettes, du coup, l'État, il est en déficit, du coup, on dit, il faut bien couper le bras gauche de l'État, tu vois. Et au fond, 40 ans après Sormand, c'est encore la même politique qui est mise en œuvre, dont Gérald Darmanin a été l'un des instruments. Bon, je ne vais pas vous conseiller d'aller vous plonger dans la politique des caisses vides. Donc, mon vrai conseil de lecture, c'est Chanteur d'oiseaux de Jean Boucault et Johnny Rass. Alors, pour mon malheur, ça c'est toujours comme ça, c'est que, ça y est, je l'ai déjà donné, tu vois. Donc, dans ma biblio, en général, il reste que les bouquins que j'aime plus trop, parce que ceux-là, je les donne pas. Mais ceux que j'aime, ils partent. Donc bon. Pourquoi je pense que c'est un super bouquin? Donc, vous dire qui c'est. Jean Boucault et Johnny Rass, ce sont deux chanteurs d'oiseaux qui savent imiter le chant des oiseaux, du merle noir, de la mésange, du rossignol. Et ils sont devenus tellement forts là-dedans qu'ils font des concerts avec de la musique classique. Les pinsons de Darwin, appelés aussi les géospices des Galapagos. De la présentation, je sais pas, des Molières, des Césars, tous les trucs comme ça, un peu en queue de pie. Mais d'où ils viennent? Ils viennent de la baie de Somme, donc pas loin. Et en fait, le bouquin, il raconte plein de choses. Pour moi, c'est un très beau récit, tu vois, c'est un peu digne de Billy Elliot. T'as vu ce film avec un gamin, je sais pas si c'est à Londres ou quelque part dans une ville d'Angleterre, c'est pas Londres, mais enfin, dans une ville ouvrière d'Angleterre et qui décide de faire de la danse. Et ben là, c'est deux gamins qui sont dans un bled de la baie de Somme. Il y en a un, il est fils de berger, l'autre, il est fils du pharmacien. Et comme c'est un lieu où il y a beaucoup de passages d'oiseaux migrateurs, c'est un lieu où il y a une tradition aussi de chasse à la hutte et avec des gens qui imitent le bruit des oiseaux pour les attirer, eh ben, ils se mettent à faire ça. Les oiseaux se détournent du vol et viennent leur manger aux pieds, enfin, discuter avec eux, et ainsi de suite. Et
C'est finalement une histoire de classe. Comment un art populaire devient un art tout court. C'est une histoire de classe parce que je l'ai dit, il y en a un qui est fils de pharmacien, l'autre qui est fils de berger. C'est une histoire de père et de fils. Enfin, je trouve que c'est vraiment un bouquin qui, moi, m'a paru formidable. Bon, il faut pas que je dise trop parce que c'est un bouquin formidable, parce qu'après les gens ils lisent le bouquin et puis ils disent « Ah bon, c'est que ça ». Mais voilà, un livre qui pourrait risquer de passer plus ou moins inaperçu et qui, à mon avis, mérite le détour, y compris en termes de récit social, voilà, même de qu'est-ce que c'est qu'une culture populaire. Voilà. Tu vois, quand je lis Édouard Louis et comment il s'est heurté à sa famille, ben ça aurait pu devenir des Édouard Louis qui se heurtent à leur famille, mais ça s'est passé avec plus d'harmonie. Voilà. Bon, je trouve que c'est un très beau livre que je peux pas vous brandir pour faire du téléachat, donc tu mettras l'incruste. Mais j'ai noté, Sylvain, que chaque fois que je te dis de mettre des incrustes dans mon BDR, chaque fois tu oublies de mettre des incrustes dans mon BDR. Sur l'écran, il doit apparaître l'adresse où vous pouvez envoyer vos sous. Et là, l'adresse, elle est jamais apparue, hein, je vous jure. Donc, il lui faut au moins du pognon pour embaucher quelqu'un pour mettre l'adresse. Quand il dit, il y a l'adresse qui apparaît, quoi. Comme on dirait à l'école, mais ça c'est l'ancienne école, on n'a pas le droit de mettre piqué avec un bonnet d'âne et tout ça. Hein. Allez, bon bah à la prochaine. Salut. J'espère que tout en ayant un ton pas trop en colère, c'était pas trop terne tout ça. Bonne rentrée. Bonne rentrée.